Histoire du pays breton. Anatole Lebras. Partie 3. Récit de passants. Les deux amis. C'était le soir de la Toussaint, à la veillée, dans une vieille maison des environs de Plogoff, bâtie sur l'emplacement et avec les pierres de l'ancien manoir de Kergaradec. On connaît ce paysage funèbre, de l'extrémité du cap. À gauche, le morne chemin qui mène vers l'Escoff, la pointe du Raz et le gouffre de l'enfer. À droite, la vallée profonde, où dort, dit-on, sous les eaux grises de l'étang de Lawal, tout un quartier de la Ker-Is des légendes, et qui s'ouvre vers l'ouest, entre les promontoires sinistres du Raz et du Vent, sur la mystérieuse baie des Trépassés. Dans la cuisine, étroite et sombre comme une crypte, une douzaine de personnes formaient cercle devant l'âtre, encadré, suivant l'usage de la région, par une boiserie peinte supportant sur une tablette une vierge en faïence, entre deux bouquets de fleurs artificielles. Un feu de motte brûlait dans le foyer et remplissait le réduit d'une âcre odeur de tourbe. Les cloches de Plogoff entrèrent en branle, se mirent à tinter le glas de nuit pour la fête du lendemain. Gaïde d'Agorn, la maîtresse de la maison, donna le signal de la prière et commença la série des deux profondis pour tous les parents défunts. Les oraisons se succédèrent tant que dura le glas. Puis, quand les voix des cloches se furent tues dans le lointain, il se fit parmi les assistants un long silence. Le grand bruit de la mer semblait par instants tout proche, comme si les lames fussent venues battre contre les murs du logis. Gaïde, après s'être signé une dernière fois, interpella une espèce de colosse au poing velu, assis en face d'elle, de l'autre côté de la cheminée. « Ça, Taupier, dit-elle, puisque vous êtes des nôtres, ce soir, contez-nous une histoire de votre pays de Comana, là-bas, à l'intérieur des terres. » L'homme fit entendre un grognement, un hon inarticulé. Puis, comme la ménagère insistait, « Tout de même, prononça-t-il, seulement, ce n'est pas une histoire, c'est une chose arrivée. » Et il commença d'une voix posée, un peu sourde. À Rosvelen, en Cisin de la Montagne, vivait, il y a quelque 25 ans, un fermier du nom de Jean Blaise, qu'on appelait encore Blaise du Ménez, pour le distinguer d'un de ses cousins qui habitait le bourg. Je l'ai connu. C'était un homme laborieux et sage. Ses terres étaient les mieux tenues que se puisse voir, à 10 lieues à la ronde. On disait de lui que le beau blé venait aussi aisément dans ses champs que la fougère dans les champs des autres. Le vrai, c'est qu'on eût fait bien de la route avant de trouver un travailleur aussi capable, aussi entendu. Mais son fils Noël, élevé à son école, lui était, il faut le dire, d'une aide singulièrement précieuse. Quel beau gars, solidement découplé, et si attaché à sa besogne. L'esprit sérieux avec cela, trop sérieux même. Son père le morigénait souvent à ce propos. « Tu ne prends pas assez le bon temps, tu réfléchis trop, va donc au pardon avec les camarades, et danse, et amuse-toi. » Lui souriait, se contentait de répondre doucement. « Que voulez-vous ? Je suis comme je suis. Mon plaisir n'est pas où est celui des autres, voilà tout. D'ailleurs, je ne suis pas seul de mon espèce. Est-ce que Even, sous ce rapport, n'est pas tout mon portrait ?» Le vieux Jean Blaise alors de conclure « Ce qui me déplaît chez toi ne me plaît pas davantage chez ton Even. » Mais, me demanderez-vous, qu'était-ce que cet Even ? Voici. C'était un jeune homme du même âge que Noël Blaise et son inséparable. Son père avait tenu, jadis, la ferme de Kéranroué, dont les terres touchent celles de Rosvelen. Mais le pauvre René Mordelès, c'était son nom, quoiqu'il fût lui aussi un maître laboureur, avait toujours été desservi par la malchance. Au lieu que les cultures de Jean Blaise, son voisin, prospéraient de plus en plus, d'année en année, les siennes, quelque peine qu'il se donnât, tournaient toujours contre son attente. Il y a comme cela des domaines et des gens sur qui pèse une fatalité. René Mordelès épuisa, on peut dire, toutes les infortunes.
Ses bêtes crevaient, sans qu'on sût de quelle maladie. L'eau noyait ses foins, sa moisson se desséchait sur pied. Un hiver, la foudre tomba sur sa grange. Il lutta longtemps. Finalement, fut vaincu. La tristesse et le désespoir s'emparèrent de lui et le conduisirent à la tombe. Sa veuve ne tarda pas à le suivre dans la mort. Restait un enfant, Éven, ou, comme on l'appelait alors, à cause de son jeune âge, Évenique. Il venait d'avoir 10 ans et se préparait à sa première communion. Sur les bancs du catéchisme, il s'était lié d'amitié avec Noël Blaise. Ensemble, ils allaient au bourg, ensemble, ils en revenaient. Le soir de l'enterrement de René Mordélès, Noël dit à Even : « Tu n'as plus de chez toi ? Veux-tu demeurer avec nous, à Rosevelen ? Tu y serais comme dans ta propre maison. Mon père te donnerait les gages d'un gardeur de vaches. Tu deviendrais comme mon frère, et nous ne nous quitterions plus. » Le lendemain, Even Mordélès était installé chez les Blaise. Et à partir de ce moment, en effet, Noël et lui ne firent plus un pas l'un sans l'autre. Le temps vint pour eux de tirer au sort. Il se trouva que Noël eut un mauvais numéro, tandis qu'Éven en ramenait un bon. Jean Blaise, qui se sentait vieillir, fut désolé à la pensée que son fils lui serait enlevé pour 7 ans, sans compter que c'était l'époque où l'on se battait par là-bas, je ne sais où, du côté de la Russie. Et la ménagère, la bonne Glauda, était encore plus navrée que son mari. Dès que les hommes étaient partis pour les champs, elle s'asseyait sur le banc Tossel, auprès de la cheminée, pour pleurer à chaudes larmes, se lamenter, en maudissant la conscription et la guerre. Le soir, tout le monde couché dans la ferme, Jean Blaise et elle s'attardaient de part et d'autre du foyer, devant la cendre déjà éteinte, à échanger leurs idées noires, leurs craintes, leurs mauvais pressentiments. « C'est si long, 7 ans, disait Jean Blaise. Serais-je encore là quand il reviendra ? Ce à quoi je songe, c'est qu'il peut ne pas revenir, faisait Glauda. Et ils restaient songeurs, tristes, sans foi dans l'avenir, murmurant chacun à part soi. Si du moins le sort était tombé sur Even. Quant à acheter un remplaçant, cela n'était pas dans leurs moyens. Le marchand d'hommes demandait trop cher. Cependant, les jours s'écoulaient, rapprochant le terme fatal. Ewen n'avait pas été sans voir que Jean Blaise avait beaucoup perdu de sa vaillance à la tâche, et que Glauda, à table, sitôt qu'elle fixait les yeux sur son fils, se détournait pour essuyer furtivement une larme. « Allons, se dit-il un matin, au saut du lit, il faut qu'aujourd'hui je me décide à parler. » Le hasard favorisa son dessein. Quand il vint prendre les ordres du maître pour la journée, Jean Blaise s'exprima de la sorte. « J'ai résolu de commencer à défricher la Grand-Lande. Tu guideras les chevaux et Noël conduira la charrue. Buvez tous deux un bon coup de cidre, car les souches sont vieilles et le travail sera dur. » Voilà nos gaillards partis. Quand ils furent seuls, avec l'attelage, là-haut sur le versant du Ménez, dans la Grand-Lande, Even dit à son ami Noël : « Laissons souffler un peu les bêtes, avant d'entamer la première tranchée, et asseyons-nous sur cette roche plate qui est, si l'on en croit les vieilles femmes, le tombeau d'un saint inconnu. Regarde, comme on voit bien de cette place tout le pays. » Voilà nos gaillards partis. Quand ils furent seuls, avec l'attelage là-haut, sur le versant du Ménez, dans la Grand-Lande, Even dit à son ami Noël : « Laissons souffler un peu les bêtes, avant d'entamer la première tranchée, et asseyons-nous sur cette roche plate qui est, si l'on en croit les vieilles femmes, le tombeau d'un saint inconnu. Regarde, comme on voit bien de cette place tout le pays. » « Comme tu prononces ces paroles d'un ton étrange, » prononça Noël. « Ta voix tremble. »« Peut-être, car mon cœur bat avec violence. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que j'ai une demande à te faire et que j'ai peur que tu me refuses. »« T'ai-je jamais rien refusé ? À toi qui m'es plus qu'un ami, plus qu'un frère. » « Eh bien,
Promets-moi que tu m'accorderas encore cette grâce-ci. Tout ce que tu voudras, pourvu que ce soit en mon pouvoir. Jure-le. Noël cracha, selon l'usage, dans le creux de sa main droite, et leva la paume ouverte vers le ciel. Je le jure, fit-il. Tu me donnes donc la plus grande joie que j'aie jamais rêvée en ce monde, reprit Even. Je veux enfin pouvoir m'acquitter de ma dette envers toi et envers tes parents. Tu te rappelles Noël, ce soir d'octobre, où l'on porta ma mère en terre pour la réunir à son mari, à mon pauvre, à mon malheureux père. Dieu lui fasse paix. Je sanglotais au pied de la tombe, suppliant Dieu de me faire mourir, moi aussi, maintenant que je n'avais plus personne, plus rien, pas même un toit, puisque la vente avait eu lieu l'avant-veille à Rosvelen, et que le nouveau fermier attendait, avec ses meubles, dans la cour, tandis que le cercueil de la défunte franchissait le portail. Soudain, j'entendis une voix qui me disait « Viens, Événique, ton lit est fait chez nous. » Grâce à toi, Noël, grâce à Jean Blaise et à Glauda, je n'ai pas connu l'amertume du pain mendié. J'ai eu la nourriture du corps et cette autre nourriture, la plus nécessaire de toutes, celle de l'âme. J'ai été aimé, moi l'orphelin, moi l'enfant de misère et d'abandon. Pas un matin je ne me suis réveillé sans te bénir, toi et les tiens. Mais comment vous prouver à tous que vous n'aviez point obligé un ingrat? En m'appliquant au travail de mon mieux? Beau mérite. Ton père n'a jamais voulu admettre que je travaille sans être payé. À la fin tout de même, l'occasion que je guettais est venue. Avoue, Noël, que je serais le plus méprisable des hommes si je la laissais échapper. J'ai tiré un bon numéro, toi un mauvais, mais tu ne partiras point. C'est moi qui partirai à ta place. Le fils de Jean Blaise, assis sur la roche à côté de son ami, avait écouté Even Mordelès sans l'interrompre, mais au dernier mot, il bondit. « Cela, jamais !» s'écria-t-il. « J'ai ta parole sacrée, » riposta l'autre. « Il n'y a pas de parole qui tienne. Quand le sort a prononcé, ce qui doit être, doit être. Le sort, c'est la voix de Dieu. Dieu ne m'en voudra point de parjurer un serment fait à l'encontre de ses desseins. »« Tu t'emportes bien légèrement, Noël, » dit Even, la main sur l'épaule du jeune homme. « Et bien inutilement aussi, » ajouta-t-il, en tirant de la poche intérieure de sa veste un papier plié avec soin. « Tu vois ça? C'est la feuille de route d'Yves Mordelès, fils de défunt René et Marie Mingham, accepté, sur avis du commandant de recrutement, comme soldat du train des équipages, en remplacement du nommé Noël Blaise, auquel il est reconnu apte à se substituer. Et maintenant, frère, à la charrue. Les chevaux commencent à se demander ce que nous faisons là. La Grand-Lande, je vous prie de le croire, fut éventrée de la belle façon. Noël était si impressionné, si nerveux, si dépité même, qu'il faisait voler le coutre comme une hache à travers les souches d'ajoncs presque séculaires. À 10 heures, quand le cornboud de la ferme appela les laboureurs au repas, la sueur ruisselait du front du jeune homme, pressé comme les gouttes d'une pluie d'orage. Mais son âme aussi s'était amollie. Et lorsqu'Éven, le prenant par le bras, lui demanda « Dis, est-ce que tu m'en veux encore ?» il ne put que le serrer sur sa poitrine et fondre en larmes. Ici, le taupier s'interrompit. « Je n'ai pas l'habitude, fit-il, de parler si longtemps d'une seule haleine. Dans mon métier, on est plutôt silencieux. » Gaïd d'Agorne, qui savait son monde, comprit que c'était une écuellée de cidre qui l'attendait. Il la but d'un trait. Puis, s'étant essuyé les lèvres du revers de sa manche, il reprit le fil de son récit. Ce soir-là, donc, quand les servantes eurent fini d'aller et de venir par la cuisine, Jean Blaise et Glauda, sa moitié de ménage, s'assirent, selon leur coutume, dans leurs fauteuils de bois, aux deux coins du foyer. Et ils recommencèrent leur jérémiade sur le sujet que vous savez, incapables désormais de penser à autre chose. Soudain, la porte de la cuisine s'ouvrit,
et Even Mordelès entra, disant « Pardonnez-moi si je vous dérange dans vos méditations du soir, mais j'ai à vous entretenir. » Les deux vieux s'entre-regardèrent, eurent l'air de se demander l'un à l'autre. « Que nous veut-il » ? Quelque chose d'important à coup sûr, à en juger par sa mine grave et l'émotion qui perçait dans sa voix. Jean Blaise dit « Tu sais bien, Even, qu'il y a toujours place pour toi à notre feu. Entre toi et notre Noël, nous ne faisons aucune différence. » Le jeune homme s'était assis. Glauda dit à son tour, obéissant à son éternelle préoccupation « Si quelque chose peut nous consoler du départ de Noël, c'est que tu nous restes. Car tu ne songes point à nous quitter toi aussi, je suppose. Ce n'est pas ton mariage, au moins, que tu viens nous annoncer. » Even ne put s'empêcher de sourire. « Si, fit-il, mais mon mariage avec le régiment. »« Tu t'engages pour suivre Noël ?» s'écrièrent les maîtres d'une seule voix. Glauda se couvrit la figure de ses mains. Jean Blaise ajouta tristement, non sans amertume. « Fais ce qu'il te plaît, mon gars. Nous deviendrons, nous autres, ce que nous pourrons. »« Ne pleurez point, Glauda, dit Even, et vous, Jean Blaise, connaissez-moi mieux. Si je pars, c'est pour que votre Noël ne parte pas. Je venais vous avertir que je suis accepté par le gouvernement pour être son remplaçant. J'aurais souhaité vous apporter cette nouvelle plus tôt, mais pour une chose aussi simple, il faut des tas de démarches et de paperasseries. Je n'ai eu la lettre qu'hier. Sans ça, croyez bien que vous n'auriez pas été si longtemps à vous manger de chagrin, en tâchant de faire bon visage. » Pour le coup, Glauda s'était mise à sangloter. Quant à Jean Blaise, il avait laissé tomber sa pipe dans la cendre et demeurait ahuri, comme un homme qui rêve. « Even Mordelès, prononça-t-il enfin, tu es un brave cœur. La bénédiction de Dieu est entrée avec toi dans notre maison. Mais l'as-tu dit à Noël ? Demanda-t-il, subitement inquiet. Noël le sait, de ce matin. C'est donc pourquoi il est tantôt si taciturne, intervint Glauda. Il m'a donné le bonsoir d'un air tout drôle. Et il consent ? Interrogea de nouveau Jean Blaise. Even répondit. Je l'ai prié de venir avec moi, vous en assurer lui-même. Il n'a pas voulu. C'est qu'il a le cœur encore trop gros, voyez-vous. Mais ça lui passera. Il t'aime tant, repartit Jean Blaise. Ça doit, en effet, lui être bien dur de songer que tu te sacrifies pour lui. Non, fils, je ne te cacherai pas que tu nous enlèves un poids terrible. Nous ne vivions plus. Tu nous rends la joie et le courage. Viens, que nous t'embrassions. Tu es le digne rejeton d'une race d'honnêtes gens. Even. Le vieux était si troublé qu'il bredouillait. Il poursuivit, se tournant vers sa femme et l'appelant par le nom qu'il lui donnait au temps de leur fiançailles. Va, Glaudaïque, à mon armoire, et prends la bouteille qui est dans le fond, sous mes habits des dimanches. Even l'interrompit. Excusez-moi, Jean Blaise, nous avons, Noël et moi, à étriller les chevaux qui ont sué ferme dans la Grand-Lande. Il m'attend, je me sauve. Et il s'enfonça, très vite, dans la nuit du dehors, en tirant derrière lui la porte. Mes amis, continua le taupier, après un court silence, et non sans avoir jeté un coup d'œil sournois du côté de l'écuelle vide. L'allégresse des hommes est comme un feu de paille. Elle jette une grande flamme, mais s'éteint aussitôt. Maintenant qu'Even Mordelès partait pour la guerre à la place de leur fils, les maîtres de Rosvelen croyaient avoir conjuré le mauvais sort. Jamais Glauda ne s'était montrée si gaie. Elle se surprenait parfois à chanter des refrains de jeunesse, comme une petite couturière de 15 ans qui rentre de sa journée. La lumière du soleil lui paraissait plus joyeuse et comme rajeunie dans la fenêtre de sa cuisine. Elle ne craignait plus rien, pas même la vieillesse, pas même la mort, puisque son fils serait là pour lui fermer les yeux. Hélas, le proverbe dit vrai. Marin qui siffle attire la tempête, gens qui chantent attirent le malheur. Mais n'allons pas plus vite que les événements.
Even Mordelès et Noël Blaise avaient toujours été, je vous l'ai dit, une paire d'amis incomparables, n'ayant qu'une âme, qu'un sentiment, qu'une pensée. Mais, à partir du jour où ils faillirent se brouiller, par excès d'amitié dans la Grand-Lande, leur affection devint encore plus étroite si possible, plus exclusive en tout cas, et presque mystérieuse. Ils ne parlaient plus qu'entre eux, passaient les dimanches après la messe à errer ensemble dans les champs, par les prairies solitaires, le long des vieux chemins abandonnés. Et le soir, dans l'écurie où ils couchaient tous les deux, auprès de leurs bêtes, ils avaient de longs colloques, des entretiens graves et passionnés, dont rien ne transpirait au dehors. Cependant, la feuille de route du conscrit Mordelès fut apportée un jour par le secrétaire de la mairie. Il devait se rendre dans la huitaine à Landerneau. La veille du départ, Glaouda prépara de ses propres mains un souper succulent, et Jean Blaise mit en Perse la meilleure de ses barriques de cidre. À table, Even feignit une grande gaieté, mais Noël eut toutes les peines du monde à desserrer les lèvres. Ils se retirèrent l'un et l'autre de bonne heure, prétextant qu'il faudrait se lever le lendemain à la première aube, de façon à être à Landerneau avec le soleil. En réalité, ils ne se couchèrent point de toute cette nuit-là, restèrent assis à se faire toutes sortes de recommandations, à se remémorer le passé, à s'entendre pour l'avenir. Cet avenir, Noël en avait peur. À diverses reprises, il avait eu des songes étranges, des intersignes menaçants. Il ne put, a-t-il raconté plus tard, prendre sur lui de dissimuler ses inquiétudes à son ami. La douleur de la séparation le rendait comme fou. En vain, le bon Even s'efforçait de le calmer. À tous ses raisonnements, il répondait avec une persistance farouche. « Je n'aurais jamais dû accepter. Jamais, jamais. Une voix me l'a dit, dès le premier jour, et depuis n'a cessé de me le répéter. Ce n'est pas 7 ans de ton âge, c'est ta vie même que tu me donnes en présent. » Et il suppliait. « Je t'en conjure, rends-moi ma parole, délivre-moi de mon serment. Il en est temps encore. Reste et laisse-moi partir comme l'a voulu le destin. Vois-tu, si tu ne revenais pas, si tu étais tué là-bas, dans les contrées lointaines, j'en perdrais la raison. Je me tiendrais pour damné. J'aurais ton sang sur moi, comme sur Caïn le sang d'Abel. Les champs que nous avons labourés ensemble, les arbres qui nous ont versé leur ombre, les chemins où nous nous sommes promenés côte à côte, ces chevaux que voilà, Even, qui nous regardent et qui m'écoutent, tout me crierait. Malheureux, qu'as-tu fait de ton frère? Noël, Noël, je reviendrai. Sois-en sûr, affirmait Even, remué jusqu'aux entrailles. Noël Blaise eut une idée singulière, une idée insensée, épouvantable. Tu reviendras, dis-tu? Eh bien, jure-le que tu reviendras. Ses yeux jetaient des flammes. Even répondit doucement. Y songes-tu, ami? Ce serment, si je te le faisais, dépendrait-il de moi de le tenir? J'admets que cela dépende de toi. Oh! Alors sois content. Je jure des 2 mains. Vivant ou mort, n'est-ce pas? Even, à cette question, frissonna, comme frôlé d'avance par le coup de faux de l'encou. Il prononça néanmoins d'une voix ferme, sur le ton solennel qui convenait à un pareil engagement. Vivant ou mort, je le jure. C'est bien. Nous sommes quittes, dit Noël. Maintenant que j'ai ton serment, je ne me repens plus du mien. Il n'avait pas achevé ces mots que la lanterne qu'ils avaient laissé brûler toute la nuit, suspendue à un des râteliers, s'éteignit brusquement. Faute de suif, peut-être. Peut-être aussi pour une autre raison. La Blanchonne, une vieille jument, se mit à rêver tout haut, en gémissant, oppressée par quelque cauchemar. Et dans la cour, un coq chanta. « C'est le jour, dit Even. Le jour des adieux, murmura Noël, chez qui succédait au délire un morne apaisement.
et il s'approcha de la Blanchonne pour lui passer le licol. Car c'était elle, la brave bête, qu'on avait coutume d'atteler au char à banc, dans les grandes occasions, et qui devait mener le soldat neuf jusqu'à Landerneau. Un rayon de lumière grise commençait à filtrer par l'unique lucarne, tandis qu'Even faisait un paquet de ses meilleures hardes et chaussait une paire de bas de laine inusables, tricotés à son intention par Glauda. Noël lissait le poil de la jument, débrouillait sa crinière chenue, teignait d'un peu de noir de fumée ses lourds sabots, inspectait ses fers. Moins d'une heure après, les deux amis roulaient à travers la montagne, vers Landerneau. Et au moment où l'angélus du bourg sonnait midi, Noël rentra seul à la ferme. « Tout s'est bien passé ?» lui demanda son père, en lui donnant la main pour dételer la Blanchonne. « Très bien, » répondit le jeune homme d'un air distrait, les yeux et la pensée ailleurs. Il suivait mentalement, à des lieues de là, le fuyant panache de fumée d'un train en marche, emportant l'autre moitié de son âme très loin, vers l'inconnu, vers le poignant mystère, et peut-être pour jamais. Gaïd Dagorn, fit à cet endroit le taupier. Le plus difficile me reste à dire. La vieille Capen remplit l'écuelle, et de nouveau, le conteur la vida sans désemparer, avec une majestueuse aisance. Puis il continua, les mains croisées, les coudes aux genoux. Vous pensez bien que le départ d'Even Mordelès, s'il fit un grand trou dans la vie et dans les habitudes de Rosevelen, ne changea rien au cours des saisons. Le printemps vint avec ses fleurs, l'été avec ses moissons, l'automne avec ses fruits, et l'immense horloge du monde, qui ne s'émeut guère des choses humaines, promena tranquillement, comme par le passé, d'un bout de l'année à l'autre, son balancier invisible et silencieux. Noël travaillait avec rage, pour tâcher d'oublier, mais il gardait un front triste, parlait peu, semblait vivre dans sa propre maison comme un étranger. Une fois, il eut une colère terrible. Sa mère ne s'était-elle pas mis dans la tête qu'une bru gentille, aimable et sage chasserait du logis le mauvais air, lui rendrait sa gaieté d'autrefois et ramènerait le sourire sur les lèvres fermées de Noël. Elle avait jeté son dévolu sur une gracieuse héritière, la fille d'Aiménou, et elle s'en ouvrit un jour à son gars. Plût à Dieu qu'avant d'articuler le premier mot, elle se fût fourré un bouchon d'étoupe dans la gorge. Noël s'était soudain dressé, très pâle, les yeux pleins de foudre et d'éclairs. Et lui, qui avait toujours été le plus doux des enfants, c'est à peine s'il put retenir un blasphème. Une fourche qui l'emmanchait se brisa dans ses mains comme un fétu. Il étouffait. Il se précipita dehors, et toute cette nuit et le jour suivant, il erra dans la campagne d'hiver, sous la rafale, sous les mornes tourbillons de neige. Quand il reparut à la ferme, il dit « Pardonne-moi, mère, j'ai commis un manquement grave envers toi, mais je t'en prie, laisse-moi le soin de gouverner ma vie, à moi seule. » Glauda avait le cœur gonflé de larmes. Elle ne leur donna cours que lorsqu'elle fut couchée dans le lit clos, auprès de son mari. « Tu verras, soupirait-elle à travers ses sanglots, un malheur rôde autour de nous. Nous pensions l'avoir conjuré, et voici qu'il est à notre porte. J'ai peur. » Jean Blaise essaya de raisonner la pauvre ménagère. Il ne la rassura point, car il tremblait lui-même, agité de sombres pressentiments. On entrait dans les mois venteux. Déjà, l'hiver s'éloignait, courbant son vieux dos, vêtu de misérables nuages en haillons. Toutefois, il n'avait pas encore disparu derrière les croupes brumeuses des Ménez. C'était un samedi. Tout heureux d'avoir reçu le matin une lettre d'Évennes, datée de 15 jours auparavant, dans la tranchée, sous Sébastopol, Noël était sorti de sa réserve ordinaire, s'était montré presque gai pendant le repas, et finalement avait fait à haute voix la lecture de la lettre, devant un auditoire composé de ses parents, des domestiques et des quelques voisins venus pour la veiller. Évennes annonçait qu'il se portait à merveille, qu'on allait prochainement donner l'assaut, contait, en peu de mots, de menues histoires du siège, et demandait à Noël de lui écrire de longues nouvelles. Il s'informait de tout,
et de tous, des gens et des bêtes, des labours aussi, voulait savoir si le défrichement de la Grand-Lande avait produit les résultats espérés et si le blé noir qu'on y avait semé avait été d'un bon rendement. Noël lut, de la première ligne à la dernière, et même la signature. Puis il dit « Je vais lui répondre tout de suite. Bonsoir. » « Tu lui enverras nos bénédictions, » s'écrièrent Jean Blaise et sa femme. « Et nos souhaits de prospérité, » firent les voisins, les valets de ferme, les servantes. Le jeune homme gagna l'écurie, suspendit son fanal au clou accoutumé, et là, dans la demi-clarté vacillante, il se mit à relire plus posément le grimoire de son ami, de son frère. Le vent d'ouest soufflait dans le pignon, par grandes haleines intermittentes, avec de brusques accalmies suivies d'une sorte de déchaînement sauvage. Or, voici qu'en relisant, peut-être pour la 20e fois, il sembla à Noël que certains passages de la lettre revêtaient un sens nouveau, plus profond, plus mystérieux. Une phrase disait « Les officiers prétendent que la guerre est sur le point de finir. Peut-être, quand te parviendra ce chiffon de papier, serai-je moi-même au moment de te rejoindre. Dieu fasse qu'il en soit ainsi. » Noël se prit à murmurer, après l'absent. Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Et à l'instant même, il eut le sentiment que cela allait être. L'ouragan s'était tu. Un silence effrayant régnait au dehors, une sorte d'attente angoissée. Noël tendit l'oreille. Quelqu'un venait. Un bruissement presque imperceptible de pas remuait les fougères desséchées qui jonchaient la cour. Et 3 coups discrets. Espacés de quelques secondes, furent frappés à la porte de l'écurie. Le cœur de Noël Blaise battit avec force. Les chevaux, qui dormaient à demi, s'ébrouèrent, tournèrent tous la tête dans la même direction, vers l'huis de chêne qu'une lourde barre fermait. Noël demanda « Qui est là ?»« C'est moi, ton frère Even, » répondit une voix. « Mes avertissements ne m'avaient donc pas trompé, » s'écria Noël, et il se précipita pour ouvrir. Dans le cadre de la porte, sur le fond orageux du ciel qu'une lune aux 3/4 noyée éclairait de teintes sinistres, il vit Even. Mais combien différent de celui d'autrefois! C'était à peine s'il put le reconnaître. Le malheureux était revêtu de son uniforme de soldat, mais des plaques de boue souillaient son pantalon, sa tunique, comme s'il avait dû se traîner longtemps à plat ventre par des routes détrempées. Ses traits défaits trahissaient des fatigues surhumaines, et dans la profondeur sombre des orbites, ses yeux brillaient d'une fièvre étrange. « Tu vois, dit-il, en esquissant un vague sourire, je tiens ce que je promets. Va, mon doux Noël, ce n'a pas été aussi facile que tu pourrais le croire. » « Ton accoutrement le montre assez, » fit Noël en l'attirant sur sa poitrine. « Mais, s'exclama-t-il soudain, qu'est-ce là? Du sang? Les veines de mon cœur, serais-tu blessé? Du flanc gauche du soldat, un peu au-dessus du rein, pendait un large caillot rouge. Noël reprit. « Tu dois souffrir horriblement. Il faut faire lever les gens de la maison. Nous allons te soigner ça. » « Je ne souffre plus, » dit Even. « Je ne me souviens même pas d'avoir souffert. Ou si je souffre, ajouta-t-il, c'est d'autre chose. »« Hé, parle donc, que je te soulage. »« Me soulager, tu le peux. Mais le voudras-tu ? » ?»« Ah ça, tu es Even Mordelès, et je suis Noël Blaise, et tu me poses une pareille question ? Si tu voyais clair, tu t'étonnerais peut-être moins. Explique-moi, je t'en conjure. Qu'as-tu ? Qu'y a-t-il ? Je t'avais fait le serment de revenir, Noël. Je suis revenu. Vivant ou mort, avais-tu dit. Et j'avais juré, vivant ou mort. Touche ses mains. Elles sont glacées.
N'en dis pas plus. Even, j'ai compris. Et, tombant à genoux devant le fantôme de son frère d'âme, Noël Blaise fondit en sanglots. Avais-je raison, poursuivit le mort, quand naguère je te suppliais de m'épargner un tel serment? Si tu n'avais pas eu cette idée funeste, et si je n'avais pas eu la faiblesse d'y céder, je ferais à cette heure ma pénitence, là-bas, parmi mes camarades de la fosse commune, sous les étoiles du ciel d'Orient. Et tu ne serais point ici, pleurant à mes pieds, sur celui qui fut si content de partir à ta place. Oui, de partir à ta place, pour jamais. Noël, cependant, s'était redressé, tout pâle. Tu as dit que je pouvais quelque chose pour ton soulagement. Je suis prêt, prononça-t-il d'une voix ferme. Si j'ai dit cela, n'en tiens aucun compte. Adieu, Noël, garde mon souvenir. Je t'ai aimé dans la vie. Je t'aime dans la mort. Le spectre d'Even Mordelès se recula déjà dans l'ombre, mais le fils de Rosvelen, bondissant hors de l'écurie, lui barra résolument le passage. Tu ne t'en iras pas ainsi, cria-t-il. Je puis, de ton propre aveu, quelque chose pour la délivrance de ton âme. Eh bien, cela, quoi qu'il doive m'en coûter, fût-ce ma damnation éternelle, je veux l'accomplir. Entends-tu? Je le veux. De plus impérieux devoirs t'obligent envers ton père et ta mère. Pour l'amour d'eux, au nom du repos de leurs vieux jours, si durement gagné, Noël, n'insiste point. Parle, te dis-je, ou je me brise le crâne contre ces murailles. Tu l'exiges. Tu as tort. J'ai tort? Soit, je l'exige. Attelle donc la blanchonne au char à banc, car nous aurons de la route à faire. Ce n'est plus à Landerneau que nous allons, cette fois. Dans le lit clos de la cuisine, Jean Blaise, réveillé de son premier somme, poussa du cou de la bonne Glaouda. « Écoute donc, fit-il. Ne dirait pas-on, dans l'avenue, le bruit de notre char à banc et le trot saccadé de la blanchonne ?» Assis côte à côte sur le siège de devant, l'ami vivant et l'ami mort franchirent des lieues et des lieues de pays. La vieille jument, d'allure d'abord hésitante, semblait avoir retrouvé son agilité d'autrefois. Du temps où, jeune pouliche indomptée, elle faisait, de ses 4 sabots, jaillir du sol un quadruple éclair. Était-ce une route qu'il suivait maintenant? Noël n'aurait su le dire. De vastes horizons muets et tristes s'étendaient en des perspectives flottantes, indéterminées. Çà et là apparaissaient des formes inconsistantes, qui étaient peut-être des nuages et peut-être des arbres. Parfois, des oiseaux s'envolaient, des oiseaux fantastiques, aux ailes brunes et ouatées, qui glissaient sans bruit, pareils à des chauves-souris d'une espèce inconnue. Nul vent ne soufflait dans ce désert. L'air dormait, épais et immobile. Une lumière vague éclairait les choses, une lumière qui n'était ni le jour ni la nuit, une lumière comme celle qui semble émaner des miroirs dans un appartement sombre. Mais le plus surprenant, c'était, dans la terre, l'absence de toute sonorité. La voiture roulait sans troubler le silence, et les sabots ferrés de la blanchonne n'éveillaient aucun écho dans la plaine sourde, la plaine noire. Soudain, quelque chose de brillant se mit à luire, comme une eau pâle effleurée d'un rayon de lune. « Nous approchons, » dit Even. « N'est-ce pas la mer que nous voyons devant nous ?» demanda Noël. « Non, c'est le marais des trépassés. » Ils arrivèrent sur le bord de l'étang mystérieux. « Noël, » dit Even, « es-tu toujours résolu ?»« Toujours. » « Alors descendons. » Ils mirent pied sur une plage de sable fin, comme une cendre que hérissaient, par places, des joncs noirs, des roseaux funèbres. « Fais le signe de la croix sur ta bête, » poursuivit Even.
Ainsi elle paîtra, en t'attendant, l'herbe des morts, comme si c'était une herbe vivante. Et les esprits de la nuit ne pourront rien contre elle. Toi, commence à te déshabiller. Tout nu, Even fit oui de la tête et se dépouilla lui-même de ses vêtements. Puis, quand Noël eut retiré sa chemise, « Donne-moi la main, et marchons. » Ils entrèrent dans l'eau jusqu'à mi-jambe, puis jusqu'à mi-corps. Autour d'eux, des têtes éparses surgissaient, ridaient un instant la surface de l'onde et de nouveau sombraient. D'aucunes étaient des visages flétris de jeunes filles, traînant de longues chevelures déteintes. D'autres montraient des crânes dénudés et des barbes couleur de soufre. « Tu trembles » murmura Even à l'oreille de son compagnon. « Tu as peur ?»« Non. J'ai froid. Extraordinairement froid. »« Eh bien, je brûle, moi. C'est une souffrance 1000 fois pire. Mais il faut expier, vois-tu. Il faut expier. » « Expier quoi, Even ? Toi dont la vie a été pure comme une soirée d'août, toi dont la mort a été le plus simple et le plus entier des dévouements. » Je l'ai trop aimé, Noël, ce fut mon crime. Quand l'éclat d'obus fut entré dans mon flanc, Dieu me laissa presque 1 heure d'agonie pour implorer sa miséricorde avant de comparaître devant son tribunal. J'aurais dû ne penser qu'à lui, mais ce furent des images de Roswellen qui me passèrent devant les yeux, au moment suprême, et en exhalant le dernier soupir, ce fut ton nom que j'eus sur les lèvres. Si seulement tu avais hésité à me suivre en ce lieu, tu retardais ma délivrance d'autant de siècles que les sabots de la Blanchonne ont frappé 2 fois la terre des défunts. Un flot de larmes inonda les joues de Noël. « Tu as beaucoup de mal ?» lui demanda le fantôme. « Je voudrais en avoir 10 000 fois plus, » soupira-t-il. À peine avait-il parlé de la sorte qu'une cloche tinta. Oh, mes dés sont tristes, à vous fendre le cœur. Un glas rapide, puissant, sauvage, un glas inattendu. Even dit : « C'est l'Angélus des morts. Retourne au rivage, tu y retrouveras tes vêtements auprès des miens. Ne touche pas à ceci, fût-ce du bout du doigt, fût-ce du bout du pied. Demain, à la même heure, je serai sur le seuil de l'écurie. Va. » Noël ouvrait la bouche pour répondre, mais déjà l'ombre de son ami le plus cher et l'étang de mystère et la plaine lugubre s'étaient dissipés comme de vaines apparences. Le jeune homme grelottait tout nu, au milieu de la grand-lande. Ses habits gisaient en tas à ses pieds, et non loin, des lambeaux rouges et bleus, des haillons d'uniforme finissaient de pourrir dans la boue d'un sillon. Très vite, il endossa ses hardes et cria : « Blanchonna ! Blanchonique !» Un hennissement joyeux monta de la route qui longeait le bas de la friche. La bonne jument, toujours attelée, broutait au talus les pousses des jeunes ajoncs. Quand ce matin-là, Noël parut au premier déjeuner, les gens s'accordèrent à lui trouver l'air malade. Il affirma qu'il se portait à merveille. Jean Blaise, lui, demeurait tout songeur, le nez dans son écuelle. Les domestiques partis pour les champs, il dit à son fils : « Je te l'ai souvent répété, Noël, mais tu ne prends pas assez de distraction. La lettre que tu as reçue d'Even a dû te mettre en repos. Profites-en pour t'amuser un peu. La herse que nous avions commandée à Morlaix au début de l'hiver est prête depuis 3 semaines. Attelle la Blanchonne et fais le voyage. Tu verras par la même occasion la foire de février. Nous sommes au mardi. Je te donne Campos jusqu'au dimanche. » Jean Blaise dit cela d'un ton paterne, en homme qui n'en pense pas plus long. N'empêche qu'il avait son idée d'en dessous, et croyait qu'il ne fût pas aussi étonné qu'il feignit de l'être lorsque son fils Noël lui repartit. « La Blanchonne, mon père, tire sur l'âge. Elle a fait un brave service. Mais t'avis qu'il conviendrait de lui épargner les courses longues. Et pour ce qui est de moi, je vous avoue que les boutiques de la foire de Morlaix me tentent médiocrement. » « N'en parlons plus, conclut Jean Blaise. Mais le soir, dans le lit clos,
La résine éteinte, il dit à sa femme : « Je suis sûr maintenant qu'il se passe quelque chose, et pas quelque chose de bon. Fais comme moi, prie, et ne t'endors point. Si nous entendons encore cette nuit le trot de la vieille jument grise, je guetterai. Demain, dans la cour, et dussé-je en mourir, je saurai pourquoi elle sort, où elle va, et qui la conduit. » Ils prièrent en silence, l'oreille tendue, et le bruit qu'ils redoutaient, à la même heure que la veille, ils l'entendirent. Les morts sont ponctuels. Évenn fut exactement au rendez-vous, et trouva Noël qui l'attendait. La Blanchonne, qui s'était reposée tout le jour, et à qui d'ailleurs cette besogne nocturne semblait plaire, fit sonner ses fers sur le pavé de l'avenue, puis s'enfonça d'une course éperdue dans les routes du pays des défunts, les routes de l'éternel silence. Que vous dirai-je ? Il en fut de cette nuit-là comme de la précédente nuit, à ce détail près qu'Évenn entraîna Noël plus avant dans le marais des trépassés, et que le gars de Rosvelen eut 7 fois de l'eau jusqu'aux aisselles. Ce qu'il souffrit, je ne vous le révélerai pas. Lui-même s'efforçait de le cacher à son ami. Pas un gémissement, pas une plainte ne s'échappa de ses lèvres. Il rentra à la ferme si faible que ses jambes pouvaient à peine le porter. Quand il se présenta dans la cuisine, son père dormait encore, ou feignait de dormir. Ce fut sa mère qui l'entreprit. « Noël, mon enfant, lui dit-elle, tu dois avoir un secret à me confier. Personne ne nous écoute. Ouvre-moi ton cœur. Tu es le fruit de mes entrailles. Confesse-moi ton mal, je te guérirai. Les mères savent des remèdes, des philtres capables de conjurer la mort même. » Pauvre Glaoda. C'était comme si elle se fût cogné la tête contre une tombe pour lui arracher le mystère de l'éternité. Son Noël lui répondit, par des paroles douces et tristes, des mots vagues, insignifiants, et elle n'apprit rien de ce qu'elle eût donné son âme pour savoir. La journée s'écoula, le soir vint. Dans le ciel, nettoyé par les vents, des étoiles vacillantes s'allumèrent. La vieille maison de Rosvelen, si longtemps aimée de Dieu, paraissait plongée dans le repos. Mais sur le banc d'Aussel, près de l'âtre, Glaoda égrenait son chapelet de cornes. Dans l'air, Jean Blaise se dissimulait sous l'auvent de l'étable à bœufs, et Noël attendait, derrière la porte entrebâillée de l'écurie, le spectre d'Évenn Mordelès. Accroupie dans sa litière fraîche, la Blanchonne ruminait de lentes, d'obscures idées, parmi la respiration forte et chaude des chevaux de labour. « Allons, Noël !» fit une voix plus légère qu'une brise d'été. Le harnais fut bouclé en un clin d'œil, et ils allèrent. Jean Blaise s'élança derrière eux dans la nuit. Jadis, il avait été le plus agile coureur de la montagne. On racontait de lui que dans sa jeunesse, il forçait les lièvres à la chasse. Il faut croire que si ses cheveux avaient grisonné, ses jambes n'avaient point trop vieilli, car il arriva sur la grève de l'étang funéraire, comme Évenn disait à Noël là-bas, dans le purgatoire des eaux profondes. Tu as été jusqu'à mi-corps, tu as été jusqu'aux aisselles. Je serai délivré si ce soir tu te laisses submerger tout entier. Seulement, pour Dieu, clos tes lèvres, que pas une goutte du marais de la mort n'y puisse pénétrer. Qui a bu de cette onde n'aspire désormais qu'au trépas. Il se fit un silence. Jean Blaise vit s'engouffrer lentement les 2 têtes. Il murmura : « Je n'ai plus de fils. » Battit l'air de ses bras et s'évanouit sur le sable couleur de cendre. Quand il reprit ses sens, une cloche lointaine, une cloche de l'autre monde, sonnait l'Angélus. Et il entendit son fils Noël, agenouillé près de lui, qui lui disait : « Vois cette fumée blanche qui monte dans le ciel. C'est l'âme délivrée d'Évenn Mordelès qui gagne le palais de la Trinité. » Il regarda, vit les talus plantés d'ajoncs, et de vers l'Orient, où le jour commençait à poindre, un petit nuage clair, déjà haut, soulevé par les premiers souffles du matin.
La Blanchonne ramena le père et le fils. Debout, au seuil de la maison, Glaouda les reçut sur son cœur, blême des angoisses de sa longue veille. Mon histoire devrait finir ici, grommela le taupier, mais elle a malheureusement une autre fin, et vous devinez laquelle. Soit involontairement, soit à dessein, Noël Blaise avait ouvert ses lèvres aux eaux de la mort. Il en perdit le goût de vivre. Il décéda le vendredi, jour du Christ. Son père et sa mère ne demeurèrent après lui que pour l'ensevelir. J'ai suivi les 3 enterrements dans l'espace d'une seule année. Dieu fasse paix aux maîtres de Rosevelen. Ils sont en paradis, je pense, et peut-être aussi la Blanchonne, qui jamais ne pécha. Gaïd d'Agorn, la nuit s'avance. Vous feriez bien de réciter un dernier de Profondis pour les âmes. Moi, j'ai dit. Et, joignant ses mains velues, le taupier de Comana rentra dans son silence. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau vlog lecture sur Vieilles histoires du pays breton d'Anatole Lebras. Comme je vous l'ai dit dans le précédent vlog lecture, en fait, il y avait normalement dans la suite du sommaire d'abord les histoires de Noël, sauf que j'ai préféré passer d'abord celles qui concernent les récits de passants. Donc les récits de passants, c'est le titre de cette partie-là. Et lire les histoires de Noël plutôt à la période de Noël, donc au mois de décembre. Parce que si mes calculs sont bons, normalement je devrais réussir là sur les 8 prochaines semaines à terminer les vieilles histoires du pays breton d'Anatole Lebras. Je regarde mes petits papiers. Alors en théorie j'ai 4 histoires, j'ai 4 contes au mois de novembre. 4 contes uniques. Et les contes de Noël, parfois, ils peuvent aller 2 par 2, voire 3 par 3, parce qu'ils sont plus courts. Ils vont courir tout le mois de décembre. Au mois de décembre, ce sera peut-être des fois un petit peu plus long que les contes jusqu'à présent. Je m'étais fait une petite liste prévisionnelle presque. Vous voyez ce degré de professionnalisme. Alors, il est fort possible que vous ayez entendu un tout petit peu de bruit pendant l'enregistrement. Parce que là, on est vendredi 1er novembre et mercredi 30 octobre, donc il y a 2 jours, j'ai adopté 2 chatons qui ont à peu près 2 mois et demi. Je les ai adoptés à la SPA parce que avant, moi j'avais 3 minettes qui étaient un petit peu sur le tard, qui étaient vieillissantes. Et bref, elles sont toutes décédées. Et donc vous avez connu Gabi. Vous avez peut-être vu un tout petit peu Félicie aussi en vidéo, mais Titine, vous ne l'avez pas vu. Et donc, j'ai 2 chatons, c'est un frère et une sœur, donc c'est Basile et Lily. Donc, vous les verrez, vous les avez sans doute entendus là, faire un peu de potin, mais vous les verrez sans doute de temps en temps. Mais là, ça roupille, donc j'en profite. Parce que ça fait du bruit. Non, mais c'est chouette. Ils sont vraiment trop mignons. Ils sont super sociables, c'est super. Je reviens à mes moutons et à mes 2 amis. Dites-moi donc, moi je les ship à fond. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués au vocabulaire de la fanfiction, shipper des personnages, c'est les envisager en couple. Eh bien, pourtant je suis pas forcément une grande fan de... En fait, dans l'histoire des fanfictions, il y a souvent des ships qui se font, qui vont aller un petit peu à l'encontre de l'histoire, de ce qu'on connaît des personnages. Et là, par contre, une amitié si forte, j'ai eu des gros doutes en fait au cours de la lecture sur est-ce que donc Anatole Lebras, il y a une centaine d'années, n'essayait pas de parler un petit peu d'homosexualité masculine. Parce que ça devait exister, évidemment, même si c'était pas forcément très courant. Même si ça devait être surtout bien caché et pas forcément très approuvé par l'église, moto, même si ça devait pas être approuvé par l'église, le voisinage, etc.
surtout dans les terres. Et encore, je suis pas sûre que dans les grandes villes bretonnes, c'était si LGBT friendly à l'époque. Mais bref, c'était il y a 100 ans. On ne peut pas juger. Et moi, un amour, pardon, fraternel si fusionnel, si fort, jusqu'à la mort, jusqu'au sacrifice. On est un petit peu dans la tragédie. Alors moi qui ai lu il y a pas longtemps Achille, le chant d'Achille de Madeline Miller avec Achille et Patrocle, où ça me fait penser à eux déjà. Ça m'a fait penser aussi à... parce qu'en fait au début moi je pensais que celui qui avait tiré Even, je pensais qu'il voulait rejoindre à la guerre son pote pour pas qu'il soit tout seul. Et ça me faisait aussi penser à Légende d'automne. Donc je sais pas si vous connaissez, il me semble que c'est un livre qui est adapté en film, mais moi je le connais surtout sous forme de film avec Brad Pitt. C'est un film qui est ancien, hein, moi je suis pas toute jeune. Et Légende d'automne, en fait, c'est une histoire de trois frangins qui sont bien différents les uns des autres, qui habitent, je pense, peut-être le Montana, un truc comme ça, enfin, plutôt des États du Sud des États-Unis, où il y a des réserves indiennes, donc il y a une présence de natifs américains. Et les parents des trois frangins sont propriétaires terriens. Je sais plus s'ils ont spécialement un ranch ou pas, mais enfin, en tout cas, ils ont des terres sûres et en tout cas, ils ont aussi il y a un Indien, je sais plus de quelle nation, qui travaille pour eux, mais qui ne parle pas la langue. Enfin, il connaît la langue, mais il ne s'abaisse pas à parler l'anglais. Ce qui fait que cette famille-là arrive à communiquer avec cet Indien-là parce ils ont appris sa langue. Et je trouvais ça assez fort, qui est ce niveau de tolérance, entre guillemets, envers quand même quelqu'un qui fait partie d'un peuple qui a été opprimé. Bref, pourquoi ça me fait penser à aux deux amis? C'est parce que, si vous voulez, dans la fratrie, donc il y a le frère aîné qui est un petit peu, disons-le, c'est l'aîné un peu chiant, responsable et compagnie. Le deuxième, un peu sauvage, il fait pas mal la fête, un petit peu populaire, mais très écorché vif. Et le petit dernier, c'est un gars qui a un sens de la justice important. Et en fait, quand l'annonce de la Première Guerre mondiale tombe et que les États-Unis commencent à rentrer en fait dans la guerre, il s'inscrit. Il me semble d'ailleurs qu'il n'y a que le deuxième frère, qui pourtant ne voulait pas le faire, qui va s'inscrire aussi pour protéger son plus jeune frère. Donc de mémoire, il n'y a que les deux plus jeunes qui vont à la guerre. Et l'aîné, il reste parce que je crois bien que le père, il a dû faire une attaque ou quelque chose comme ça. Euh, donc soit l'aîné, il reste pour s'occuper des parents et du père qui n'est pas en grande forme. Soit il va aussi à la guerre, mais comme il a des compétences, c'est un gradé et il n'est pas du tout sur la ligne de front. Et si vous voulez, ça me fait penser aussi à cette histoire-là. Je vais pas en dire beaucoup plus sur Légende d'automne parce que j'ai pas envie de vous spoiler. C'est un film que j'ai dû voir 2 fois à peu près, qui est très long. Je crois que c'est avec Anthony Hopkins d'ailleurs, je me demande si c'est pas lui le père. C'est un film qui est long, hein. On est vraiment sur du 2h30, 3 heures. On a les grands espaces, etc. Il est bouleversant. Préparez vos mouchoirs. Je ne sais pas sur quelle plateforme vous pouvez le voir, mais c'est vraiment un très très beau film. Et Brad Pitt est juste magnifique, évidemment. Pourtant, je suis pas très blond, hein, mais alors je suis très Brad. Bref. Enfin bon, là, c'est que physiquement, parce que je suis pas les trucs... je suis pas les journaux à Cancan ou les journaux à Scandale, donc je ne sais pas trop qui c'est dans la vraie vie. Et je m'en cogne. Mais donc, cette espèce d'amour un peu absolu, de se sacrifier et de partir à la guerre à la place de l'autre, ça me faisait penser aussi à ces deux frères. Et je l'ai trouvé vachement émouvant. Et puis, qu'est-ce que le style d'Anatole Lebras, mais il a tombé. Je suis fan, hein. Franchement, je suis vraiment, vraiment fan.
J'ai repéré, mais je crois que je vais tous les relire en fait. Je vais. Enfin, après, évidemment, comme il y a plein de contes qui sont différents sur différentes thématiques, différents niveaux, entre guillemets, d'émotion, euh, je dis pas que c'est inégal, mais je pense que chacun peut y trouver son compte. Moi, j'aime pas tout, hein. Celui-là, je l'ai vraiment aimé. Mais je les aime différemment. Il y en a qui se sont un peu ressemblés aussi, mais celui-là, je trouve qu'il est vraiment singulier. Puis c'est flippant, hein, les marais des trépassés, là. Oh là là. C'est... Ah non, mais je vous ai dit, hein, les contes bretons, on est vraiment dans du youpili tralala. Hein. C'est toujours très gai. Euh, Ça me fait penser que j'en ai d'autres à lire, là. Faudra que je m'y mette. Je crois que j'ai Contes et Histoire de Bretagne, d'Anatole de Braz. Je crois que je vais en acheter d'autres, des Anatole de Braz. Bref, vous avez vu un petit, un petit échantillon, plus important que dans d'autres contes, des superstitions bretonnes. Donc on a la mention de l'Ankou. Donc l'Ankou, c'est la figure de la mort bretonne qui a un char avec un... De mémoire, c'est soit un cheval famélique et un cheval en très bonne santé, et il a une charrette qui grince. Une charrette pour ramasser les corps. Et puis c'est un grand gars cadavérique. En gros, c'est l'image de la mort avec sa faux, un espèce de grand manteau noir, etc. Il fait flipper quoi. Et le marais des trépassés, j'avais pas eu l'idée de ça. Ça doit être une légende très locale par rapport à la baie des trépassés. Et on avait eu aussi, alors je sais plus quelle histoire c'était avec la baie des trépassés. Parce qu'il y a une île. Il y avait une histoire de naufrageur, là, un conte, j'ai oublié le nom. Si ça me revient, je vous le dirai, mais c'était... Alors, je pense que c'était dans le premier recueil. C'est pas le sang de la sirène, ça doit être Fille de fraudeur. Fille de fraudeur, je pense que vous avez vous avez des légendes par rapport à la baie des trépassés. Où on avait un jeune... une famille noble bretonne qui avait été dépossédée de ses biens par la Révolution, et des descendants de cette famille noble qui ont en fait essayé de récupérer ces biens-là, ces terres, etc. Et le noble, en fait, qui est à la tête de cette famille-là, a lancé toute une espèce une organisation criminelle, hein, carrément, parce que il fait de la fraude. Donc la fraude, c'était du trafic de biens qui venaient d'Angleterre, des bateaux qui avaient été volés ou des bateaux qui avaient été naufragés. Ce ne sont pas des naufrageurs, parce que les naufrageurs, ils vont allumer des feux pour faire couler les bateaux et vont ensuite se servir. Les fraudeurs, on est sur du... j'ai pas le bon terme. Enfin, piquer des choses qui viennent d'un autre pays pour les vendre sans la taxe ici en France, en Bretagne, sous le manteau. J'ai plus le terme, hein. Mais c'est cette idée-là. Et je trouvais ça bien. Et c'est cool aussi cette... Alors là, on est dans les guerres napoléoniennes, non Sébastopol, compagnie. Non? Je sais plus. Il me semble bien, hein. Il me semble bien. Et c'est... On a eu aussi l'intersigne. Donc l'intersigne, c'est typiquement un... Je vous le dis de mémoire, il faut que je relise le bouquin concerné. Je crois que c'est un bouquin de Guillaume Var. Un truc comme ça. Un intersigne, c'est quelque chose de plutôt banal. Un événement, on va dire, banal qui n'est pas non plus... un verre qui est cassé, par exemple, ou une voix qui va être entendue et qui va être interprétée de manière funeste. Donc l'intersigne va dire que quelqu'un qui est au loin, par exemple en mer, il est mort, que son âme est prisonnière, etc. Quelque chose comme ça. L'intersigne est très souvent funeste et très souvent, en fait, c'est quelque chose un destin qu'on ne peut pas éviter.
quelque chose qui se retrouve aussi pas mal dans la mythologie grecque d'ailleurs. La notion de destin et de destinée qui est inéluctable, même pour les dieux. Donc les intersignes, c'est vachement intéressant à étudier, il faudrait que j'y replonge. Je crois que je vais m'arrêter là. Donc merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser un petit message si le conte il vous a plu. Je vous souhaite un très bon samedi. Rêvez tout grand, lisez tout plein. Et pour ceux qui me suivent, à demain pour le Diable au corps de Raymond Radiguet où on va passer la moitié. Et vous savez, ça a l'air de devenir chaud. Salut!